Bonsoir. Il faut que je me lève parce que c'est. Bienvenue à la médiathèque André Malraux pour assister à la rencontre Gisèle, un ballet entre ciel et terre, dans le cadre de la venue du ballet du Capitole à Béziers, à Zingazanga. Je voulais dire, c'est un grand honneur de présenter cette rencontre parce que le ballet du Capitole est une maison de la danse que j'ai connue pour y avoir dansé 5 saisons. Donc, et je remercie, entre autres, le théâtre de la ville de Béziers et Christophe Burt, en particulier, de m'offrir ce plaisir et cette opportunité d'être parmi vous sur scène. Mais bon, je ne danserai pas. Pour autant, je vais en profiter pour présenter l'assistance et bien sûr Kader Belarbi, que vous entendez tous par rapport à cette conférence. Donc, en premier lieu, je vais présenter Stéphane Dahl, qui est maître de ballet. C'est bien ça, voilà. Kader Belarbi, chorégraphe, danseur étoile de l'Opéra de Paris et directeur de la danse du ballet du Capitole. Philippe Solano, qui est soliste au ballet du Capitole et qui a dansé hier soir. Et Antoine de Fauberville, qui est le responsable de la diffusion du ballet. Donc vous voyez, je connais ma leçon. Voilà ma première question. Gisèle, l'archétype du ballet romantique, et on sait que ce ballet a retenu toutes les attentions de nombreuses versions dans le monde de la danse. Et ma première question va vers le chorégraphe. Que représente Gisèle pour toi, Kader? Bonsoir. C'est une question fort intéressante. Je suis obligé de revenir sans doute au vécu, c'est-à-dire celui du danseur qui est passé finalement par toute la hiérarchie de Gisèle dans le ballet Gisèle. J'ai été autant les paysans que finalement Wilfred aussi, que j'ai fait avec des gens comme Baryshnikov ou Nureyev. Évidemment le rôle d'Albrecht aussi. Et donc une connaissance finalement de tous les coins et recoins de Gisèle, de ce merveilleux ballet, qui fait qu'on a un ressenti. Je pense que c'est le prince le moins con du ballet. Chose très importante, parce qu'il y a des princes qui ne sont pas si intelligents que ça, ou en tout cas qui n'ont pas suffisamment de dramaturgie, ou de corps, ou de matière pour être incarnés. Donc parfois c'est aussi dans le ballet du divertissement, qui fait que très spontanément, aussi dans le vécu du premier acte, je me suis très souvent ennuyé. C'est des choses qu'on a partagées d'ailleurs avec d'autres danseurs, étoiles aussi, qui ont dansé ce ballet. Et on va dire qu'avec tous ces paramètres-là, le chorégraphe étant présent, s'est posé la question s'il n'y avait pas peut-être un autre endroit pour traiter Gisèle. Comme je relis immédiatement tout ce que je fais en tant que chorégraphe sur l'axe pictural, mes yeux, mon esprit se sont tournés vers Peter Bruegel l'Ancien, qui a dessiné et peint finalement tout un témoignage, je dirais, du Moyen-Âge avec des couleurs de fêtes folkloriques, de fêtes votives. Et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose d'intéressant là. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller encore plus loin dans l'enracinement, je dirais, des danses, être encore plus terrestre, qui est le propos du premier acte de Gisèle. Donc il y a eu cette idée, voilà, d'essayer d'être dans cette horizontalité, je dirais, de la Terre dans ce premier acte, pour peut-être aller encore plus loin et provoquer ce contraste, cette dualité finalement avec ce deuxième acte qui est beaucoup plus évanescent, qui est dans le ciel. Nous sommes avec les filles de l'air. Et là, tout d'un coup, il y avait peut-être, je dirais, une intention de départ d'aller et de pousser le trait sans doute beaucoup plus loin. Donc le chorégraphe a retiré les pointes, a enlevé sans doute un peu de mièvrerie voilà, dans ce premier acte, pour donner des choses un petit peu plus, je dirais, rustiques,
paysanne, hein, et qui avait plus de sens, à mon avis, voilà, avec Gisèle. Sauf que Gisèle, je n'ai pas voulu toucher, voilà, à la, je dirais, la personnalité et aussi le caractère de la danseuse. Et c'est la seule qui conserve les pointes, à part aussi le pas de quatre des vendangeurs, voilà, qui est où les deux filles sortent un petit peu de cet univers des vignerons et qui fait que ce premier acte, sans doute, est beaucoup plus enraciné dans cet espace terrestre. Voilà des partis pris qui font qu'on a envie de repeindre, de recréer. Et c'est des challenges, c'est des défis aussi. J'avais très très peur par rapport à cela, parce que vous touchez à un ballet aussi qui est mythique, 1841, un ballet éternel que j'adore. Je crois que c'est mon ballet aussi fétiche, mon ballet préféré, parce que vous avez tout est en présence dans ce ballet. Bien sûr, la dramaturgie, bien sûr, le style, bien sûr, l'esprit, bien sûr, les costumes. C'est-à-dire que pas à un endroit, même musicalement, même si on peut considérer que c'est pas une musique très savante, elle peut être pauvre musicalement, c'est ce que disent souvent les grands compositeurs, et qu'il faut finalement mettre aussi de la matière, de l'incarnation et du corps dans la musique assez simple de Gisèle, mais elle est tellement émotionnelle qu'on peut, et voilà, je crois que les artistes vont pouvoir aussi en parler. Donc on peut vraiment avoir une porte qui s'ouvre pour pouvoir mettre à l'intérieur tout ce qui est, tout ce que veut dire finalement la danse, tout ce que veut dire un geste avec une histoire, parce que là il est vraiment question d'une histoire. Et voilà, je crois que c'est tous ces paramètres-là qui ont tournoyé, qui fait que je les ai pris et je les ai mis à l'intérieur sans doute d'un nouveau regard. Peut-être préciser aussi une chose importante, je ne sais pas si vous connaissez, mais Henri Justamant a été un maître de ballet qui, après une trentaine d'années, après Jules Perrault et Coralie, on a retrouvé un écrit, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était 2008-2009, et c'est Thierry Malantin qui m'a proposé de regarder ce document absolument incroyable et très émouvant. C'est l'écriture de Gisèle en vieux François, en vieux français, donc d'une manière très littéraire, dans l'acte 1 et dans l'acte 2, avec des petits triangles aussi qui représentaient les danseurs. Et là, vous avez un témoignage de ce qui a été créé à l'époque. Et face à cela, vous posez la question de savoir ce qui a été négligé, ce qui a été coupé, ce qui a été conservé. Donc vous êtes comme un archéologue finalement. Et ça, c'est très, très... Oui, ça fait partie de l'émotion. C'est très touchant de revenir sur ça. Le compagnon musical aussi était Philippe Béran, le chef d'orchestre de l'orchestre de la Suisse romande, avec qui j'ai toujours besoin d'un compagnon musical. On a récupéré aussi toute la partition finalement originale de Adolphe Adam. Il y avait 2000 fautes, c'est-à-dire une négligence aussi dans le temps, dans le passé, parce que souvent, peut-être pour le ballet, on va un peu trop vite. Oh, puis le ballet, on s'en fout un peu, c'est pas grave, hein, c'est un peu secondaire. Et là, moi, c'est pas du tout le cas. Au contraire, il faut aller dans cette exigence, dans ce regard, quelque chose de très strict, et dans ce respect, finalement. Et donc, on a rectifié toutes ces fautes avec un violoniste à Birmingham. Et à partir de là, on a remis, je dirais, la lettre et l'esprit, même si parfois, dans le premier acte, j'ai un autre parti pris qui n'est pas le standard des Giselles habituels, mais qui fait partie sans doute de, comme je vous le disais tout à l'heure, de ce contraste entre la terre et le ciel, qui était le mot de l'introduction, mon cher Olivier. Voilà, bon. Il y a, au-delà du travail du chorégraphe, il y a une personne qui est aussi importante dans un ballet, et je pense au maître de ballet, qui est quand même cette oreille, cette écoute au niveau de l'écriture, et qui lui aussi, au travers de cette dualité avec le chorégraphe, doit transmettre cet esprit, ce sentiment, cette théâtralité, cette dramaturgie. Donc ça serait fort intéressant que tu nous dises quel est ton travail, en fait, au travers de l'œuvre de Kader. Bonsoir. Ce que j'essaye toujours en tant que maître de ballet, c'est de respecter le chorégraphe. Mais il y a beaucoup de chorégraphes qui ont interprété aussi la production d'une autre manière. Moi, j'ai été très, très touché et très attentionné sur le style du deuxième acte, qui représente justement ce challenge entre le physique et le métaphysique, puisque c'est tout un groupe et un corps de ballet de filles qui représente un peu l'esprit mort, donc les Willis, on les appelle, qui sont plus ou moins physiques et métaphysiques.
Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette production avec Kader, c'est qu'il a respecté, si vous voulez, le fondement même de cet esprit-là. Vous allez avoir justement, si vous venez voir cette production, un symbole qui est très important. Il faut savoir que donc Gisèle et sa mère n'étaient pas du tout catholiques. En fin de compte, on voit la tombe de Gisèle avec une croix christianique, mais ce n'était pas du tout ça, en fin de compte, le fondement de cette histoire. La mère de Gisèle n'était pas croyante du tout. C'est pour ça qu'elle est, en fin de compte, enterrée à la forêt. Et ce que je représente toujours, et quand je travaille avec mon corps de ballet de filles, je peux simplement vous donner un symbole, parce que chaque grand ballet, en fin de compte, a un symbole, j'allais dire, psychologique. Et vous allez avoir donc cette port de bras sur chaque une de mes Willis, qui représente le contraire de la religion christianique. Je vais vous montrer. On prie comme ça à l'église. On prie comme ça à l'église, c'est ce que j'explique et le contraire justement le contraire de la religion, c'est justement de faire comme ça. Donc elles se mettent comme ça et je dis votre port de bras doit se faire le contraire. Et c'est ici qu'il se situe. Il y a plusieurs versions dans les productions de Gisèle où elle porte le port de bras beaucoup plus bas. En fin de compte, le port de bras, quand elles sont beaucoup plus en bas, c'est aussi un autre symbole, le fait qu'elles n'ont pas materné, puisqu'elles sont mortes avant d'être mariées. C'est pour ça qu'elles sont enterrées dans leur robe de mariée. Et à partir de là, le port de bras se porte beaucoup plus bas, presque à la taille. Donc vous voyez, chaque chorégraphe a interprété un petit peu l'histoire de cette symbolique complètement différente. Ce que j'ai aimé avec Kader, justement, c'est que je pouvais expliquer ce que moi j'avais découvert quand j'ai dansé, surtout à Londres, où on m'avait déjà expliqué tous ces ports de bras. J'ai toujours été intéressé aussi par les rôles féminins, malgré que, bien sûr, c'est pas du tout mon domaine. Mais je peux en parler parce que j'ai été toujours intéressé et découvert ce genre de symboles qui sont importants. Voilà, donc mon travail, en fin de compte, c'est de respecter le travail du chorégraphe et le style. Parfait, c'est parfait. Mais maintenant, je vais passer à Philippe, qui, lui, est dans le rôle du danseur et de l'interprète du rôle d'Albrecht. Donc, qu'est-ce que tu ressens à travers le travail de Kader qu'est-ce que tu recherches sur scène la technique, le pas de deux du premier acte et l'opposition de ce pas de deux du deuxième acte. Explique-nous un peu ce que tu ressens à travers ce travail. Il faut préciser que c'est son baptême, c'est la première fois qu'il danse Gisèle. Ouais. C'est une position aussi très intéressante, donc une très bonne question pour Philippe. Alors, justement, donc c'était la première fois que je dansais Albrecht. Cette fois-ci, disons que moi, je suis quelqu'un qui, jusqu'à présent en tout cas, qui était vachement sur la technique. Tout ce qui est technique, pirouette, saut, voilà. Et ben, en fait, dans ce rôle, j'ai fait l'opposé. C'est-à-dire que je suis d'abord parti de l'histoire, parce que je voulais être le plus juste possible. Et Kader m'a coaché en 1 semaine et demie, 2 semaines, je ne sais plus. Il m'a très bien coaché, il m'a expliqué l'histoire, la façon dont je devais parce que je suis un prince, donc un prince, c'est une façon une posture. Moi, j'avais tendance à faire des choses un peu... non, il faut gommer tout ça, parce que voilà, c'est super important de montrer le personnage d'abord. La technique, on la travaille tous les jours en cours. Donc, normalement, elle est là. C'est vrai que là, sur le deuxième acte, par exemple, hier, j'avoue que la fatigue, elle m'a gagné, parce que c'est aussi un challenge énorme que je pense qu'en le regardant, le ballet, je ne m'en rendais pas compte. En le faisant, je me suis dit, ah oui, parce que justement, pour une fois, Albrecht, c'est pas juste de la technique, c'est tellement plus lourd, le personnage est tellement plus profond que, je voulais dire quoi, que justement, là, j'étais en train de dire quoi, excusez-moi, je suis perdu. Oui, voilà. Donc voilà, donc en fait, si vous voulez, la technique, elle vient après, puisqu'on la travaille tous les jours en cours, etc. Donc ça vient après. Mais dans le rôle, ce qui m'a intéressé surtout, c'est de trouver la manière la plus juste de représenter ce prince.
qui est très spécial, je pense. C'est comme il a dit Kader tout à l'heure. Donc voilà. Et après, voilà, la série d'entre-chassis, les temps, ça à la fin c'est dur. Et puis de toute façon, ça va dans le rôle parce que à la fin il est à bout de force. Les Willis justement parce qu'elles veulent le tuer en quelque sorte. Et, on le ressent de toute façon puisque la technique est très dure vers la fin du ballet. Donc à ce moment-là, la fatigue, on l'utilise pour montrer cette histoire en fait. Donc voilà. Peut-être pour compléter ce que dit Philippe, puisque coacher quelqu'un aussi, c'est assez passionnant, c'est ce qu'a fait aussi Stéphane. Il parle de danse, mais je pense qu'il parle plus de l'art de la danse. C'est-à-dire que Gisèle aussi a un contexte, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui est plein d'esprit, plein de corps. Donc c'est vrai qu'un jeune danseur qui arrive, qui est plutôt aussi dans la fougue de la technique, comme peut être Philippe, il a fallu le désarçonner par rapport à cette envie très spontanée d'être un peu gymnique, voire athlétique, et essayer au contraire de décanter et de faire émerger, on va dire, toute la sensation, tout le ressenti, déjà qui est le sien, mais aussi peut-être de plaquer parfois des choses et de travailler sur lui, même sur des choses qui sont parfois, je dirais, extérieures, plastiques, pour ensuite lui faire comprendre comment il faut l'incarner, comment lui, la transmission, c'était ça, c'est comment il peut trouver lui-même un geste authentique, vrai, dans lequel vous allez pouvoir plonger pour que ce soit crédible dans l'histoire qui est racontée, et tout ça, le mélanger avec cette mixture, je dirais, de technique, et particulièrement de style, parce que je crois que c'est un des plus beaux ballets de style, Gisèle. Il y a aussi, tout à l'heure, je parlais de la partition. Chaque note peut évoquer un geste ou un pas. C'est très rare dans les ballets, mais il n'y a pas, je dirais, d'espace dilué. C'est chaque note, et la musique, je vous ai dit qu'elle était émotionnelle, et c'est là où tout d'un coup, c'est vraiment une écriture et une inscription qui doit intervenir par rapport au danseur qui est un personnage et un comédien. Et tout ça, hier soir, c'est ce qu'il a fait avec sa première palette, on va dire, de couleurs. Je pense qu'il y en a plein d'autres, mais c'est lui qui doit aujourd'hui, à partir de cette première, et je dirais de ce premier baptême, maintenant travailler pour trouver exactement tous les coins et les recoins, toute l'histoire, pour que ce soit quelque chose qui soit encore beaucoup plus profond que ce qu'il a pu exprimer déjà d'une manière assez formidable sur ce premier baptême. Sachant qu'on sait que Gisèle, en 1861, c'est ça 41, la danseuse avait le rôle principal, et c'est vrai que le garçon était un faire-valoir, entre guillemets, il était porteur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le parcours de la danse a fait qu'aujourd'hui, le garçon doit mettre en avant sa technique, mais il faut qu'il soit toujours effacé par rapport à la danseuse. C'est toute la difficulté et l'alchimie de cette œuvre. Et donc, Kader, le travail que tu fais là-dessus, parce que c'est compliqué dans une œuvre aussi gigantesque que Gisèle, de trouver cet équilibre, ce point d'équilibre entre le danseur et la danseuse. C'est tout à fait juste. C'est l'une des raisons aussi dans le premier acte où je disais qu'en tant que danseur, je m'ennuyais, c'est d'essayer de retrouver une nouvelle dramaturgie où sa présence intervient peut-être d'une manière plus consistante, lui donner aussi une parole de danse qu'il y a beaucoup moins dans tous les autres standards de Gisèle, mais c'est aussi, pour moi, c'est redonner un sens, une justesse de ton, une humanité. Et je dirais que par exemple, Bathilde, souvent dans les Giselles, est plutôt dans une sorte de devanture et de vitrine avec souvent Sissi impératrice avec la très très jolie robe d'une noble, mais elle n'a pas un cœur assez vivant puisqu'elle n'a pas le temps de déployer dans un espace musical ou un espace dramaturgique quelque chose. Et c'est vrai que j'ai fait un impair dans la scène de la folie, j'ai fait une parenthèse où j'introduis un passage où Bathilde devient vivante et a une compassion avec Gisèle, ce qui n'existe dans aucun autre standard de Gisèle. Mais pour moi, c'était très important que même
je dirais les nobles, arrivent et qu'on puisse imaginer qu'ils sortent de la forêt sur leurs chevaux, mais qu'ils puissent être aussi de vrais danseurs et qu'on ait vraiment cette impression. Et c'est pas uniquement un défilé de mode, comme souvent on a, et puis avec le lièvre, l'aigle royal ou je ne sais quoi. Et là, on vient dans une histoire qui devient beaucoup plus vraie, beaucoup plus accessible et beaucoup plus crédible. Donc c'est tout ça aussi qui participe à une présence masculine plus intéressante, moins bête, comme je disais, peut-être dans le premier acte pour Albrecht. Voilà. Et puis qu'on y croit aussi aujourd'hui et pas rester simplement dans un bibelot, une vitrine parfois un peu poussiéreuse qu'on peut avoir dans certains ballets du 19e, bien que je les respecte pleinement et que je dis bien, la lettre et l'esprit doivent être là, mais aujourd'hui. Et puis, dans le deuxième acte, il y a un personnage aussi qui a un rôle important, c'est Myrtha. Et elle a un rôle vraiment de dramaturgie parce que c'est elle qui mène, entre guillemets, tout le deuxième acte. Donc, quel travail tu as fait par rapport, au rôle de Myrtha? Alors, le rôle de Myrtha reste assez semblable, finalement, je dirais, à toutes les autres versions. Parce que quand c'est très bien écrit, pourquoi toucher? Je ne peux pas. La variation du premier acte de Gisèle est présente. Hilarion, je l'ai renforcé aussi, mais Myrtha, c'est tellement beau, c'est tellement juste, sa présence, sa solitude et en même temps l'ensemble qu'elle mène, que je n'ai pas souhaité finalement avoir une égratignure sur ce genre de personnage. Peut-être Stéphane, tu veux dire un mot sur Myrtha? Sur Myrtha et surtout, je voudrais revenir un petit peu sur ce que vous disiez avant. Il faut savoir justement quand vous parliez que le garçon était derrière, il portait sa fille. Mais il faut savoir que la partition, en fin de compte, donc de ce ballet Gisèle a été enrichie avec certaines variations et qui viennent d'un autre compositeur, qui ont été enrichies par Marius Petipa, et c'était par Drigo. La première variation que vous avez de Gisèle dans le premier acte, elle n'est pas du tout par le même compositeur. C'est vraiment de Drigo. Et le ballet était, avec le temps, enrichi parce qu'il n'était pas assez dansé. Il était plutôt narratif, comme un petit peu ce que disait Kater par rapport à ce que lui, il a enrichi aujourd'hui avec le rôle de Bathilde. Le rôle de Myrtha, en fin de compte, comme Kader, il a été très respectueux. C'est tout à fait elle qui ouvre le premier acte pratiquement, avec une très jolie pure chorégraphie. Vous la voyez traverser sur scène avec ses pointes. C'est presque magique, si vous voulez. Ça transporte le côté métaphysique que l'on peut avoir justement dans l'expression chorégraphique. On donne l'impression que la danseuse, elle vole, elle est même plus sur son corps physique, elle est surélevée dans la lévitation. C'est ça la chorégraphie qui est tellement magnifique et Kader l'a gardée. C'est l'original pratiquement et ça on ne touche pas à une œuvre d'art en fin de compte, et c'est ça. Ce que je peux dire aussi, qui sont des ajouts, mais qui reviennent de ce fameux document de Henri Justamment. Je parlais tout à l'heure de choses qui étaient oubliées. Tu parlais de la croix, Stéphane. La croix est très visible. On a une vraie croix qui est une ligne de danseuse, comme ça, qui existe, je pense, peut-être dans une seule version que je connais, dans très peu d'autres versions. Et je trouvais très important que cette croix puisse apparaître, voilà, avec ces Willis qui les dessinent, comme aussi ce rapport de force qu'on peut avoir avec une ligne frontale où Hilarion, finalement, se fait cerner par toutes ces Willis. Et là, on est dans l'espace et nous avons ces contre-forces. Voilà, puisqu'on parlait de physique et de métaphysique avec ces filles de l'air, comme le dit Théophile Gautier, ça permet d'être dans cette dimension, je dirais, cosmique et sphérique très éthérée. Et donc tout ce jeu finalement de lignes et de croix fait que nous sommes dans un rapport de force et d'espace, et dans l'air et dans le vent. Et ça fait partie de ce qu'on appelle l'esprit du deuxième acte de Gisèle. D'autant qu'au premier acte, le pas des vendangeurs, c'est Bruckmüller qui... Les vignerons. Ouais, les vignerons, qui est aussi un pas de virtuosité. En fait, on a apporté dans le premier acte de Gisèle toute cette virtuosité, et c'est à travers cette œuvre qui est magnifique et qui est super bien écrite, où l'on met en phase la technicité voilà, de ce premier acte qui est terre à terre. Ce que disait aussi Stéphane, c'était aussi une méthode au 19e siècle qui était beaucoup employée à faire des ajouts musicaux qui parfois correspondaient aussi aux danseurs en présence. C'est-à-dire que tel danseur avait par exemple une virtuosité de saut.
Donc tout d'un coup, on lui mettait une musique qui rebondissait. Ou bien tout d'un coup, il y avait un lyrisme. Donc c'était quelque chose de plus lyrique. Et c'est comme ça que dans beaucoup de ballets, à cette époque-là, il y avait ces ajouts de nouveaux compositeurs et finalement en fonction des danseurs en présence. Et donc ça, c'est important. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, il faut éviter d'avoir trop de tiroirs parce qu'on ne comprend plus rien à la dramaturgie. Et parfois, il faut essayer de rendre un peu plus propre, un peu plus clair tout cela. Et donc, réécrire la dramaturgie, c'est aussi un sens que j'ai souhaité dans ce premier acte. Et puis, des musiques qui ont été oubliées. Par exemple, il y a le pas de deux des ivrognes. Si tu voulais en parler, peut-être, Stéphane. Voilà. Oui. Ouais, elle est beaucoup plus riche. Elle est aussi, comment dire, dérangée dans le bon sens. Au lieu de suivre le standard Gisèle, il faut parfois repartir dans ce qui est à l'original, pas pour innover. Je ne suis pas là pour innover. Je disais bien tout à l'heure que c'était une histoire de sens et de ton. C'est comment on peut être voilà, dans quelque chose de, voilà, d'exact, mais aussi d'aujourd'hui. Parce que pour moi, c'est important que la notion du ballet, qui date peut-être du 19e siècle, pardon, on puisse aujourd'hui aussi avoir un accès facile avec voilà, les gens qui sont en face, avec vous, mais en même temps avec ce respect de, moi, je répète encore, de la lettre et de l'esprit, sans doute. Dans le deuxième acte, par exemple, vous avez vraiment un morceau musical qui est une fugue dans l'original de la version. Et en fin de compte, on se demande qu'est-ce que ça fait ici. Parce que ça n'a rien à voir avec l'écriture musicale. Mais paraît-il, parce que moi j'avais un ouvrage d'ailleurs que j'ai prêté à Philippe pour qu'il puisse découvrir aussi son rôle, qui est un ouvrage très intéressant puisque c'est un témoignage sur tous les grands danseurs qui ont interprété les deux rôles principaux, c'est-à-dire Gisèle et Albrecht. Et on en parle très très bien de cette fugue justement. En fin de compte, elle était amenée dans le deuxième acte avec les Willis, mais quand on l'écoute musicalement, ça résonne faux par rapport à la dramaturgie de l'histoire. Et bon, il y en a qui se sont amusés à la rajouter, et puis il y en a d'autres qui l'ont laissée de côté, comme elle a été abandonnée avec le temps. Tu sais, il y a une chose que je voudrais raconter que j'ai jamais partagée avec toi, Kader. C'est sur vraiment l'histoire de ce ballet, parce qu'il a en fin de compte, dans notre répertoire français, il a été oublié pendant de nombreuses années, Gisèle, parce qu'il y a eu un accident rue Pelletier, qui était le premier opéra à Paris, qui avant l'opéra Garnier, qui a été construit par la suite, parce qu'en fin de compte, c'était un tout petit théâtre. Mais le ballet Gisèle a été abandonné parce qu'il y a eu un accident. Le rôle principal de Gisèle, elle est morte sur scène parce que son tutu a pris feu. Il faut savoir que les éclairages à l'époque, c'était soit des bougies, ou après, par la suite, ça a été des lanternes qui étaient donc au pétrole. Et toute la rampe du milieu, je sais, souvent ça a été représenté avec l'histoire du théâtre, vous aviez des espèces de coupes qui représentaient des coquilles, un peu des coquilles de Saint-Jacques, mais qui cachaient en fin de compte la lumière pour éclairer l'artiste sur scène. Et cette pauvre danseuse qui a dansé Gisèle a été brûlée à cause justement de cet éclairage. Et le ballet Gisèle a disparu du répertoire français par, je crois, plus d'un siècle. Il a été retrouvé à l'étranger. Et c'est grâce justement par la Russie. Et c'est grâce justement à cette retrouvaille qu'on a retrouvée qu'il a été amélioré avec d'autres variations virtuoses, parce qu'entre-temps, la danse classique avait beaucoup évolué, le danseur commençait à tourner, à sauter, à ceci, cela, donc on a enrichi le ballet Gisèle avec des variations qui n'existaient pas, qui étaient beaucoup plus un ballet représentatif, c'est-à-dire narratif et de pantomime, et très peu avec des lignes pures. Donc c'est très intéressant ce ballet, en fin de compte, qui a une histoire dramatique, pour l'histoire du ballet français, parce qu'il avait été oublié pendant de nombreuses années. Excuse-moi, Kader. Non,
mais c'est très, très juste. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est à Bagatelle, à Paris, que réapparu finalement le ballet Gisèle, et qui fait qu'ensuite, en France, nous l'avons repris. Et je ne pourrais vous dire la date exacte, parce que je ne m'en souviens plus, mais c'était à peu près, comme tu disais, un siècle plus tard. Je voulais simplement parler de la fugue, puisque c'est une question que je me suis posée, qui en effet, comme tu dis très justement, était au début du deuxième acte. Mais une fugue d'une manière un peu à la Bach, qui débarque comme ça en début de deuxième acte, pour entrer ensuite dans un monde, on va dire, sans doute éthéré, il y avait quelque chose qui était un contresens pour moi. Je n'ai pas trouvé de situation, finalement, dramaturgique pour peut-être resituer cette fugue, et c'est vrai que je l'ai abandonnée. Je me suis même posé si c'était peut-être une fugue qui pouvait intervenir à la fin, puisqu'à la fin de ce Gisèle-là, vous avez parfois deux fins. Une fin qui est une échappée romantique, ou bien tout simplement un retour à la réalité. Et c'est vrai que comme à l'original, moi j'ai décidé que c'était un retour à la réalité, mais je n'ai pas pu utiliser cette fugue qui tout d'un coup était tout à fait incongrue, soit au début, soit à la fin. Mais c'est toujours intéressant finalement de connaître les choses, même si on les abandonne. Christophe, je ne sais pas si on a le temps de faire une question-réponse ou... Oui. Est-ce que dans le public, vous auriez des questions à poser à... Oui, les danseuses, là, non? Mais c'est toujours J'en la connais première question quelques-unes. qui est difficile. Non? Et bonjour. Bonjour. J'ai assisté hier au ballet. Je me suis régalé. C'était magnifique. Et cependant, c'est sur la musique. C'est souvent à un ballet, on reconnaît la musique. Mais hier, je n'ai rien reconnu comme un morceau. Est-ce que je suis... Voilà, par exemple, Lagdessing Tchaïkovski, mais Gisèle, la musique. Alors, vous disiez qu'il y a eu beaucoup de rajouts, que le ballet a voyagé, a été en Russie, est revenu. Mhm. Mais là, si par exemple, je voulais écouter, vous voyez, comme Les Chasseurs de Perles, je crois, c'est aussi un... Les pêcheurs de Les perles. Pêcheurs de Perles. Ça aussi, c'est un ballet, non? Non, Non, non. c'est un opéra. Mais c'est un opéra qui va venir à l'Opéra national du Capitole dans peu de Voilà. temps, avec une chorégraphie de Thomas Lebrun. Voilà. Donc, souvent des musiques magnifiques avec un ballet. Donc là, le ballet que j'ai vu hier, magnifique. Et si je voulais écouter de la musique qui se rapprocherait de... Qu'est-ce que vous conseilleriez ou... Alors, c'est vrai que les musiques de ballet, tout dépend lesquelles. Pourtant, Dieu sait que Gisèle est un ballet mythique. Vous parlez du Lac des Cygnes, il y a La Belle au Bois dormant et d'autres. Donc, il y a des choses qui sont beaucoup plus connues, comme Casse-Noisette, qui sont des musiques absolument incroyables, mais elles sont médiatisées, je dirais. Il y a bon nombre de versions. Sur un Gisèle, bien sûr qu'il faudrait partir sur un Langebery ou un Richard Boninge. Voilà, il y a des éditions CD qui existent. Si vous tapez Gisèle sur le net avec édition musicale, vous allez trouver ces musiques-là. Après, c'est vrai qu'il y a différentes propositions musicales et dramaturgiques. Et là, c'est selon votre choix, votre écoute. Puis bien sûr, ça dépend du chef, ça dépend de l'orchestre pour savoir comment tout ça, finalement, est dirigé. Simplement, l'orchestration est importante, mais c'est une question que je me suis posée. J'avais même émis l'idée, parce qu'on oublie très souvent que Gisèle, on parlait d'orchestre, mais c'était pratiquement un orchestre de chambre. Et aujourd'hui, la musique, on l'entend d'une manière très forte, parce que souvent, nous avons bon nombre de musiciens jusqu'à des orchestres symphoniques. Et c'est vrai que pour Gisèle, jamais, en tout cas à l'origine, ça a été aussi intense au niveau du volume sonore, puisque c'était pratiquement un orchestre de chambre. Donc je me suis posé la question, si je retournais pas sur un squelette d'orchestre, je dirais, pour peut-être égrener cette partition musicale. Je n'ai pas eu le temps de le faire, mais c'est quelque chose qui me trotte dans la tête, parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi, de repartir, comme toujours, dans l'original, dans les racines, et se dire comment peut-être on peut essayer d'arriver aujourd'hui voilà, à quelque chose qui soit accessible, mais peut-être différent, parce que l'intention, elle était juste au départ. Et là, peut-être, c'est vrai que de moins avoir un volume sonore complet sur Gisèle, il y a peut-être un travail voilà, d'orchestration à faire. Mais peut-être une autre fois, un autre Gisèle. D'accord, donc la musique, c'est toujours la même, sinon.
Oui, Son c'est aventure. pratiquement toujours la même. Oui, oui, oui. Et le C'est nom plus que ou vous avez dit, c'était les... Richard Boninge, Oui, qui est Boninge. un très grand chef américain. Donc vous avez, par exemple, il a été beaucoup un conducteur de musique de ballet. Ou bien, comment ça s'appelle, Langebury, qui est un Anglais aussi. Voilà. Merci. Une autre question? Peut-être, moi, c'est moi qui vais poser la question à Antoine, parce que finalement, c'est le chargé de diffusion et du développement du ballet. Qu'est-ce qu'on peut faire d'un Gisèle aujourd'hui en diffusion? Il y a Béziers qui accepte de présenter Gisèle, mais ailleurs. Comment ça se passe? Bonsoir, merci pour cette question. Euh, en fait, ce qui est intéressant de défendre un Gisèle comme celui-ci, c'est la particularité de ce Gisèle. Il y a beaucoup de compagnies qui tournent avec des Gisèles, notamment qui viennent de l'étranger. Mais déjà, premièrement, en France, il y a plus... Peut-être que vous savez combien il y a de compagnies combien de ballets qui peuvent défendre un Gisèle aujourd'hui en France. Il n'y en a plus que 3. Il y a Paris, il y a Bordeaux et il y a Toulouse. Ce sont les derniers ballets qui peuvent promouvoir, défendre et proposer au public un ballet classique dans la lettre et l'esprit, comme le disait tout à l'heure Kader. Donc défendre Gisèle, je ne défends pas seulement le Gisèle en tant que, mais je défends ce Gisèle spécifique qui a une identité, qui est toute celle qui a été relatée par Kader et par Stéphane. C'est un Gisèle d'aujourd'hui, tout en respectant la tradition dont il vient. Et la devise que défend Kader au Ballet du Capitole, c'est un ballet vivant d'aujourd'hui. Et je trouve ça extrêmement intéressant de proposer en diffusion à une grande diversité de publics dans tous les lieux possibles cette qualité-là, qui fait partie de notre répertoire, de notre histoire, et qui est où on n'est plus tellement nombreux à le défendre. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à défendre. Voilà. Sans doute pour compléter, on en parlait tout à l'heure avec Christophe, nous sommes ici voilà, dans cette salle Zingazanga à Béziers, mais comment mettre finalement l'écrin? Mais l'écrin est absolument superbe avec Gisèle, ça dépend comment la production, tout à l'heure je parlais de Peter Bruegel l'Ancien, comment au niveau du rendu, des couleurs, des costumes, mais du décor, des toiles que vous avez, il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de ballets avec des toiles. Et c'est quelque chose qu'on peut transporter et amener voilà, dans ce lieu-là. Et on parlait tout à l'heure de démocratisation avec Christophe. Je crois qu'un ballet aussi, et c'est ce que travaille pleinement aussi Antoine, de démocratiser finalement en allant dans tous les lieux possibles mais, et de porter, de transporter cet écrin pour qu'il y ait cette permanence aussi avec ce lien de l'histoire, de la tradition dont tu dis, qui est celui d'antan mais qui est aussi celui d'aujourd'hui. Dernière question, alors peut-être indiscrète. La situation dans le monde nous rattrape. Je voulais poser la question, est-ce que vous avez des danseurs ukrainiens au sein du ballet? Alors nous sommes, il le disait tout à l'heure Antoine, un ballet vivant d'aujourd'hui. Moi je prône absolument d'être en phase avec l'actualité, avec, je dirais, la ville, qui est celle évidemment de Toulouse. Nous avons procédé il y a une quinzaine de jours à une audition publique. On était à plus de 1000 candidats. C'est lui qui s'en est chargé tout seul. Donc bravo Stéphane, même si après nous prenons le relais, mais nous sommes ensemble, nous sommes 3 à faire ce travail, avec 80 danseurs qui ont été retenus, 40 qui sont venus justement en fonction des blessés, du Covid et de la situation aussi. Ce que je peux dire par rapport à cette actualité, oui, nous avons des danseurs ukrainiens qui sont venus, nous avons des danseurs russes qui sont venus, il ne faut pas les oublier aussi, et nous avons des étrangers en Russie qui sont venus. Nous avons préengagé déjà 2 danseurs. Nous sommes en train de regarder la situation pour savoir quelle position il pourra avoir à l'intérieur du ballet du Capitole. C'est très important voilà, d'être dans ce soutien, je dirais déjà, à ce qui est pour moi l'inimaginable ou l'impardonnable, c'est-à-dire une tragédie humaine, au-delà de toutes les frontières,
La culture est totalement universelle aussi. C'est très important. On ne peut pas conditionner quelqu'un selon voilà, une décision d'un seul homme ou d'un pays. Voilà, nous sommes au-delà de tout ça. Donc nous sommes absolument en regard, je dirais en soutien. Il y a des danseurs, vous savez, moi j'ai 14 nationalités dans la compagnie. On parle très souvent anglais. Et donc, il y a beaucoup aussi de Russes de toutes origines. Et je sais qu'ils ont fait tout un travail avec ce qu'on peut nommer des petits actes personnels pour soutenir autant les Ukrainiens que les Russes. Mais c'est ça, finalement, aussi un ballet vivant d'aujourd'hui. Voilà, c'est d'être là au moment où c'est important aussi. Merci, merci de nous avoir consacré ce moment autour de Gisèle. Et je pense qu'on va en garder un très très bon souvenir. Et puis, je ne sais pas, peut-être que Christophe vous reprogrammera pour un autre projet chorégraphique, mais on vous recevra avec grand plaisir. Merci.